Deuxième partie de notre échange, je vous propose de parler des évolutions, cette fois-ci des hôpitaux, mais aussi de tout ce qui l'entoure. Alors le numérique devrait permettre de les désengorger, en tout cas d'alléger le travail des équipes. Peut-être Dominique Pont, à quoi, selon vous, ressemblera cet hôpital connecté de demain ? Pour moi, l'énorme révolution qui est en train d'apparaître et qui va impacter les 5 à 10 prochaines années, c'est le patient acteur grâce au numérique. C'est son parcours qui va vraiment... Oui, mais c'est lui-même qui, grâce aux outils numériques, va devenir acteur, parce que le numérique, c'est un outil de pouvoir, de connaissance. Dans mon établissement, aujourd'hui, il y a un portail numérique pour les patients, où ils ont accès aux données de leur hôpital, des préadmissions en ligne, des outils d'éducation thérapeutique, on peut préparer son hospitalisation, être suivi en post-opératoire. Et c'est pas juste le bobo geek parisien, hein, c'est des gens du fin fond du Lot-et-Garonne, et ils y arrivent. Et il y a, sur des moyennes d'âge au-delà de 65 ans... C'est déjà en place dans la clinique ? Ah oui, c'est en place, c'est comme dans d'autres hôpitaux. Ça fonctionne, quoi. Ah, ça fonctionne, il y a des taux d'adhésion énormes. Et des gens qui nous disent... Depuis que j'ai cet outil numérique, je m'aperçois que chez vous, il y a beaucoup de choses qui doivent être réorganisées. Parce que c'est pas très bien coordonné, la consultation de l'anesthésiste du chirurgien. Parce que quand on arrive à l'hôpital, on perd du temps à répéter des informations. Donc le patient acteur qui a un droit de regard sur la façon dont il est pris en charge et lui-même propose qu'il doit être amélioré, c'est ça l'avenir. Antoine Poignant, le patient acteur, le numérique... On peut pas dire mieux, je souscris à 100%. Ouais. Donc le patient va être acteur et presque producteur des soins. C'est-à-dire qu'il va participer à la création de l'offre de soins en l'orientant. Donc c'est clair, c'est ce vers quoi, idéalement, on doit aller. Pour ça, il faut être capable de lui fournir les informations. Le système fonctionne à la clinique Pasteur à Toulouse parce que ça a été conçu comme ça. Tout l'écosystème a été l'écosystème, il y a un échange de données. Donc aujourd'hui, si je suis diabétique, est-ce que je peux échanger avec mon cardiologue ? Est-ce que je peux lui passer mon HbA1c et ma glycémie ? Et le diabétique de la clinique Pasteur qui part en voyage et qui a un souci ailleurs en France, est-ce qu'il va pouvoir communiquer de la même façon ? Et quand est-ce qu'on va pouvoir passer à l'échelle ? Exactement, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque aujourd'hui, ce qui est quand même... vraiment marquant, je le dis avec conviction, c'est peut-être pas très objectif, mais ce qui est vraiment marquant, c'est qu'on vient d'inscrire dans la loi santé en juillet l'ouverture automatique pour les 60 millions de Français au 1er janvier 2022 d'un espace numérique de santé personnel pour chaque citoyen français dans lequel il pourra lui-même enregistrer des données de santé, interagir avec les médecins, avec les hôpitaux pour récupérer ces données de santé, les gérer, donner des consentements sur ces données et accéder à des services numériques de santé qui auront été labellisés en termes d'éthique et de cohérence technique par les pouvoirs publics. Ça, pour moi, c'est un virage majeur. Et tout ça sécurisé, bien évidemment, dans d'excellentes conditions. En tout cas, la sécurisation, je fais plus confiance au pouvoir public qu'à n'importe quel acteur privé là-dessus. Du GAFA en particulier. La robotique, la téléchirurgie, c'est vraiment... Vous êtes passionné, hein, Dominique Le Tourneau, par ces questions-là. On est déjà bien outillé. Est-ce que ça va aller encore plus loin ? En quoi ça va changer, justement, le profil des hôpitaux de demain ? C'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant et parfois même un peu passionné. Et qui, vous parliez tout à l'heure, Antoine Poignant, des GAFA, sur la robotique chirurgicale, parce que quand on parle de robotique, il y a différents types de robotique, y compris on voit dans les EHPAD des développements de robotique intéressants dans la prise en charge des résidents qui sont essentiellement des patients. Mais je vais rester sur la robotique chirurgicale. On a à la fois une évolution, mais dans quelque chose qui est l'assistance robotisée à la stéliochirurgie. C'est de ça dont il s'agit. Et on a aujourd'hui, je reviens à ce que vous disiez, Dominique Pont, un acteur extérieur, il n'y a pas de jugement de valeur, j'en conviens, qui fixe les règles du jeu. Sachant que nous n'avons pas démontré la valeur ajoutée indépendamment des discours qui sont portés, sur la supériorité de l'acte en stéliochirurgie fait par un robot vis-à-vis... un chirurgien. Par un chirurgien, voilà. Et on est dans l'assistance robotisée. Le fantasme, peut-être que ça arrivera un jour, c'est véritablement d'une robotisation de la chirurgie. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on voit bien en recherche, et je trouve ça extrêmement intéressant, c'est qu'on est... Si vous êtes informaticien, ça va vous parler, Dominique.
Rappelez-vous les grands ordinateurs il y a 40 ans. Et regardons ce que nous avons joué dans un smartphone, puisque c'est l'outil que nous mettons tous en avant. Je pense que pour la robotique chirurgicale, ça sera le même. Aujourd'hui, on a un très très gros robot chirurgical. En chirurgie, on commence à regarder en recherche des nanorobots. Et ça, cette évolution, elle est extrêmement rapide. Comment les pouvoirs publics vont être à même de prendre en compte ces évolutions? Comment les valoriser, y compris d'un point de vue financier? C'est ça, l'investissement est... L'investissement peut être évidemment énorme, à la fois énorme. En recherche et à la fois en investissement aussi, en matériel. y compris pour les équipes qui le pratiquent. La formation, voilà. La formation, et tout ce qui va ça ne peut pas être quelque chose uniquement où la technique arrive comme ça et on doit se débrouiller. C'est un écosystème général de préparation des acteurs, d'appréhension par les institutions, pas uniquement, excusez-moi de la formule, mais on recoupera si c'est pas politiquement correct, uniquement par un effet marketing d'un établissement qui dit j'ai un robot. Non, il y a une vraie valeur ajoutée démontrée du robot qui, aujourd'hui en plus, la CNAM l'a dit récemment, n'est pas prouvée. Il y a un impact aussi en termes de compétences, de métiers d'une façon plus Alors, générale. Le deuxième élément, c'est que le développement de la robotique, aujourd'hui peut-être très centralisé, je pense qu'on va aller des robotiques plus décentralisées, repose la question de la compétence des acteurs et seulement l'émergence de nouveaux acteurs. J'ai dit que j'étais infirmier au début, non pas pour... mais par exemple, les infirmières de bloc opératoire, ça change complètement leur métier. Et on va avoir au moment des concurrences entre des ingénieurs et des... Voilà. Comment on les accompagne pour aller vers cela? Et on ne le fait pas comme ça, le dos au mur, c'est comment on anticipe ces évolutions et qu'en esprit de formation, on accompagne l'ensemble de ces professionnels. Oui, Antoine Poignant. Alors, la vision que j'ai sur la robotique chirurgicale, en fait, la robotique chirurgicale est déjà là. En chirurgie urologique, on peut avoir le choix d'être opéré par un robot ou pas. Aujourd'hui, la question, elle ne se pose pas. C'est même plus un élément vraiment d'attractivité de la clinique puisque c'est mainstream, c'est complètement diffusé. Donc, l'évolution de la chirurgie vers une robotisation partielle de certains gestes, c'est pour moi déjà fait. Maintenant, la question, c'est du bénéfice apporté à des techniques chirurgicales innovantes, type céléochirurgie, l'école de Maresco, etc., et l'enseignement de ces techniques. Donc, il y a beaucoup d'inventivité en France. Hein, voilà. Donc, c'est important aussi de pouvoir porter ça, de diffuser ces connaissances. Et il y a des segments chirurgicaux qui vont être robotisés totalement, mais avec un chirurgien opérateur. Si on pense à la chirurgie réfractive ophtalmologique, ce serait insensé qu'elle ne soit pas robotisée. Donc, il n'y aura aucun retour en arrière. Hein, donc, est-ce que ça va progresser comme ça dans différents segments de la chirurgie? Très probablement oui, surtout avec ce que vous soulignez, la diminution de taille des robots qui vont devenir micro-invasifs. Voilà. Donc là, voilà. C'est un futur sympathique. C'est un futur sympathique. Il faut qu'il soit accompagné. Il faut qu'il soit accompagné et pas subi. Voilà. La technologie, la robotique, la télésurveillance également des médecins, est-ce que tout ça va permettre aussi de peut-être de faire en sorte que les patients aillent un peu moins à l'hôpital, de décharger les hôpitaux, selon vous? Comment vous voyez les choses? Alors sur la robotique, qui est un sujet que je connais assez bien, puisque dans mon établissement, à la fois on a un robot chirurgical, mais aussi on vient de faire une première européenne avec un robot en cardiologie interventionnelle. Ça change rien au déplacement du patient. Et pour rebondir juste un tout petit peu, une seconde sur ce sujet, ce qui est vraiment scandaleux, c'est qu'il y a un monopole mondial sur un robot chirurgical. C'est que l'Europe, la France, l'écosystème industriel n'a pas été au rendez-vous. On a pris le virage là pour le coup. Voilà, et d'ailleurs, quand en France, je connais des labos de recherche, des startups qui ont en tête et qui ont testé des prototypes très innovants en matière de robotisation, ils ont du mal à se développer, ne serait-ce que pour créer leur business model. Ça, c'est vraiment scandaleux parce que de toute façon, c'est inéluctable. La robotique, c'est une sophistication d'un outil. Un robot, il peut bouger la main à 360 degrés. Un robot, il peut avoir de la vue 3D à l'intérieur du ventre d'un patient, ce qu'on ne pourra pas avoir comme ça, de façon naturelle. Donc, c'est inéluctable. Donc, pour moi, ce qui est essentiel surtout, c'est qu'on prenne conscience de ça et qu'on soutienne l'industrie, les startups. Voilà. En ce qui concerne la télésurveillance, puisque c'était votre question,
Alors là, je pense vraiment que c'est l'enjeu majeur de la télémédecine. Pour l'instant, et je loue aujourd'hui la politique qui a été portée par le ministère de la Santé et l'assurance maladie d'avoir avancé sur la téléconsultation de façon, on va dire, humble, prudente, mais quand même avec un certain volontarisme, en garantissant que le professionnel de santé reste pivot, qu'on ne veut pas totalement industrialiser et tout dématérialiser. On veut garder une vision humaine. Et ça, effectivement, dans plein de cas, ça évite aux patients d'une EHPAD de se déplacer. Et on sent bien que là, il y a une valeur ajoutée fantastique. Mais des économies incroyables. Et des économies. Mais la télésurveillance qui consiste à poser des capteurs sur des gens ou leur demander de saisir des données à distance, des pacemakers connectés, des défibrillateurs connectés, des stents connectés, des prothèses connectées, avec de la captation de données. Là, on imagine qu'il va vraiment bien falloir, avant de poser un cadre, un financement, etc., bien réfléchir au modèle qu'on veut défendre en France, parce qu'on voit bien l'avantage pour les patients, mais on voit bien aussi tout ce qu'il peut y avoir comme dérive. Donc moi, je milite vraiment pour quelque chose de très précis au niveau éthique sur ces sujets-là. Et pour approfondir notre voyage vers le futur de la médecine, nous sommes allés en Auvergne découvrir des initiatives innovantes en matière justement de télémédecine. Et nous avons rencontré le GCS Simpa qui a déployé une plateforme de e-santé permettant notamment de suivre les suspicions d'AVC ainsi que l'ensemble de la santé. On a parlé des résidents d'EHPAD. Est-ce une bonne illustration vers le futur de la médecine? À vous de voir, regardez. Les axes prioritaires développés sur la plateforme de télémédecine, c'est déjà un gros projet sur le territoire auvergnat que nous suivons depuis 3 ans. Le principe était de suivre la suspicion d'AVC plus exclusivement au CHU de Clermont-Ferrand où on a les neurologues 24 heures sur 24, mais de pouvoir donner cet acte médical qui doit être très court dans les 3 premières heures de la suspicion d'AVC, que ça puisse être fait sur tout le territoire, en tout cas dans tous les services d'urgence. C'est un projet très fort parce que nous avons réussi à fédérer les urgentistes des centres hospitaliers auvergnats avec les neurologues de garde 24 heures sur 24 au CHU de Clermont-Ferrand. Un deuxième axe prioritaire, c'est la santé des résidents d'EHPAD. C'est très difficile pour eux de se déplacer jusqu'à un centre hospitalier ou vers un dermatologue pour soigner une plaie chronique. La télémédecine a permis justement de faire venir le dermatologue virtuellement dans l'EHPAD et de pouvoir soigner ce résident d'EHPAD sans avoir à le déstructurer, à le désorienter dans la sortie de sa résidence vers un dermatologue. Nous, notre problématique au départ, c'est qu'on avait un peu peur que ça soit trop un matériel informatique et pas du tout en fin de compte. On a eu une adhésion des professionnels de santé parce qu'ils sont passés au-delà de ce matériel informatique et ce matériel informatique est devenu un matériel médical. On est toujours dans le développement de nouvelles spécialités, de nouveaux territoires de santé qui ont besoin de cette télémédecine. Le GCS Simpa apporte justement tout l'accompagnement, permet de mettre des professionnels de santé autour de la table et de les faire travailler ensemble, qu'ils soient experts ou requérants, de construire un projet médical. Notre axe suivant, c'est de pouvoir développer les axes de télémédecine dont ont besoin les urgentistes. Donc on travaille autour des urgentistes, tout en n'abandonnant pas non plus le travail avec les EHPAD et autres. Un vrai progrès, en tout cas, on le voit à travers ce reportage. Qu'en pensez-vous ? Une réaction, Antoine Poignant ? Du bien, mais enfin, pour travailler avec des infirmiers impliqués dans le soin des plaies, ce ne sont pas les dermatologues qui soignent les plaies. Et ce ne sont pas les dermatologues qui télésoignent les plaies non plus. Non, mais ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on peut créer de la connectivité, de la santé connectée entre les infirmières qui vont venir au chevet du patient dans l'EHPAD. Donc, mettre en lien avec un dermato pour du téléconseil, mettre en lien horizontalement les infirmiers pour du soin de plaie, oui, utiliser les techniques innovantes pour les éduquer. Et ce qu'on a vu là est tout à fait intéressant. On a une initiative pour un labo qui s'appelle SICAMOOC, qui est un MOOC pour aider les infirmiers à se former à la gestion des plaies en vidéo. Bon, tout ça, c'est des initiatives intéressantes, télésuivi, télésoins. Voilà. Mais on ne va pas changer quand même l'organisation des soins. On va fluidifier le fonctionnement de la circulation des informations. Hein. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à amener un professionnel supplémentaire sur place. Non. Ça correspond à faire circuler l'info. C'est ça la connectivité. Hein. Est-ce que ce n'est pas encore
plus important dans les déserts médicaux, dans les endroits où on manque de médecins et où la population parfois a bien du mal aussi à trouver des professionnels de santé. Oui, évidemment, mais ce qui était vraiment super dans ce qu'on vient de voir dans le reportage, c'est que si vous notez bien, ce sont les professionnels de santé qui ont construit leur modèle numérique. Oui. On leur a pas plaqué un modèle abstrait en leur disant, voilà, il y a une plateforme d'intelligence artificielle, c'est peut-être téléinterprété en Inde. On leur a dit, il y a des outils numériques et vous construisez votre modèle. Moi, je crois vraiment que c'est comme ça, voilà, par agrégation d'initiatives de gens de terrain qui s'approprient des outils numériques. Alors, c'est sûr que le développement de la télémédecine par ce modèle par capillarité est lent, mais il reste éthique et il s'ancre en profondeur. Voilà. Et c'est, à mon avis, ça, c'est un exemple. Je connais très, très, très bien, voilà, ce sujet-là. Il y a plein, j'étais en Bretagne hier, il y a exactement le même genre d'initiative sur le télésoin des plaies chroniques. Voilà. Moi, je crois qu'il faut faire confiance aux gens de terrain qui progressivement vont construire les usages. Il faut leur donner la capacité, avoir quelques outils et qu'eux-mêmes s'approprient ça sans leur plaquer un modèle désincarné, abstrait, qui descendrait du haut vers le bas.